Attention, message d'intérêt général. Vous le savez peut-être, mais Google Podcast va disparaître. Comme beaucoup de choses chez Google, ça disparaît, ça a vocation à disparaître. Donc si vous avez vos jeunes, à savoir vos abonnements de podcast chez Google Podcast, n'oubliez pas d'aller les récupérer, d'aller utiliser une application qui va durer dans le temps, comme par exemple Podcast Addict, si vous avez l'habitude de nous écouter avec votre appareil Android, ou encore Apple Podcast si vous êtes sur iOS ou Spotify, ou toutes les applications de podcast bien foutues qui existent. Normalement, vous nous y trouverez sans grande difficulté. Voilà, c'est la fin du message d'intérêt général, tout simplement. Les Technos, épisode 446, avec mes deux camarades Zigemar de la semaine, que sont d'un côté le Sébastien, Barbu aussi maintenant. Barbu, parce que c'est un long week-end. Voilà, c'est ça, Barbu du long week-end. Et de l'autre côté, Aurélien, salut Aurélien, qui est pas du tout barbu, il est totalement imberbe, Aurélien. Non, presque. On a un gros épisode devant nous, mes petits amis. On va commencer avec bien sûr notre revue de presse habituelle. Mes petits camarades ont sélectionné quelques news ça et là, et on va en parler avec eux évidemment, et puis à la suite de quoi on parlera rétrofit, électrification, et pas n'importe quelle électrification, de deux roues, avec un des co-créateurs de la société Noil pour No Oil. On discutera de comment est-ce que ça se passe, l'électrification d'un deux roues, comment est-ce que ça peut évoluer tout ça, puisque c'est Aurélien qui a déniché cette pépite, on va dire ça, et donc on laissera derrière nous Sébastien qui pourra se reposer cette semaine, et il en est bien content, comme ça il peut profiter de son congé, de mon long week-end aussi, de long week-end, etc. En France, c'est même un viaduc, c'est même un viaduc de congé, oui. Voilà, c'est comme ça, c'est deux jours de congé hier et aujourd'hui. Oui, c'est ça, mercredi et... C'est ça, voilà. Et jeudi. Non, c'était pour être sûr. Juste le temps qu'on regarde passer la flamme. Voilà, la flamme olympique. Passons, exactement, si vous le voulez bien, à notre abécédaire. Avec la lettre A, pour bien commencer, Arc. Quand un nouveau navigateur pointe le bout de son nez, le navigateur Arc, j'avais aperçu cette news aussi. Sébastien, que peux-tu nous en dire ? Je vais faire un peu de pub pour un produit. Comme d'habitude, on n'est pas rémunéré, personne ne nous demande de le faire, je précise quand même, mais on avait beaucoup parlé de Brave quand Brave était sorti il y a quelques années. Et là, ça fait quelques mois que j'ai changé de navigateur, mon navigateur par défaut, au quotidien, toute la journée, même pour enregistrer ce podcast maintenant, c'est Arc. Alors Arc, c'est un nouveau navigateur qui existe donc depuis plusieurs mois sur macOS. Qu'est-ce qui est nouveau cette semaine ? C'est qu'il est disponible sur Windows 11 également. Le support de Windows 10 viendra un peu plus tard. Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dessus ? C'est une société qui s'appelle The Browser Company, basée sur la côte Est à New York, et ils veulent réinventer la manière dont on navigue sur Internet. Parce que souvent quand on pense navigation sur Internet, on pense le contenu des sites web, des applications HTML qu'on visite, mais eux voulaient réinventer l'expérience, tout ce qui est autour, et pour ça ils ont pris le moteur de rendu Chromium. Donc ça c'est la première bonne nouvelle, c'est parfaitement compatible avec Chrome, avec Edge, avec Brave, etc., y compris les extensions, les plugins que vous pouvez avoir, et d'ailleurs il est capable d'importer tous les réglages, tous les settings de Chrome automatiquement au premier démarrage. Mais moi ce que j'aime particulièrement, c'est la manière dont ils ont repensé l'écran principal. Donc on a cette fenêtre sur laquelle il n'y a pas de barre pour taper une URL, il n'y a pas d'onglet, on a vraiment accès à tout le contenu, je veux dire en plein écran, mais en pleine fenêtre plutôt, sans aucun distracteur, sans rien pour nous distraire, ce qui fait que c'est beaucoup plus immersif quand on lit un article de presse ou quand on est dans des applications ou dans son mail, etc. Alors vous allez me dire, elle est où la barre et mes onglets, elle est où la barre, on en fait quoi? Eh bien, sur la gauche, et escamotable par défaut, il y a je sais pas comment on appelle ça,
tiroir, un menu, mais qui est escamotable, donc on le voit pas. Il suffit de mettre la souris sur la gauche et il apparaît. Évidemment, on peut le piner, le caler en mode ouvert également quand on change souvent d'onglet. C'est très utile. Et là, il y a tous nos tabs qui, au lieu donc d'être mis les uns à côté des autres de gauche à droite, ils sont mis les uns en dessus des autres de haut en bas. Alors ça a l'air de rien comme ça, mais dans cet espace-là, il crée ce qu'ils appellent des espaces. C'est-à-dire que je peux regrouper un ensemble de tabs pour une tâche que je suis en train de faire. Par exemple, moi je travaille essentiellement sur les médias sociaux, on va dire, écrire des articles de blog et faire des podcasts. J'ai mon espace podcast avec tous mes onglets ouverts pour travailler sur le podcast, mon espace blog où j'ai tous mes onglets ouverts pour travailler sur le blog, et mon espace médias sociaux où j'ai tous mes onglets ouverts pour travailler sur les médias sociaux. Et ces onglets restent ouverts, c'est-à-dire je peux éteindre le browser, les rouvrir, ils restent ouverts. Tout ce que j'ouvre en plus vient s'ajouter comme des tabs en plus. Et alors, je ne sais pas dans quelle team vous êtes, vous. Est-ce que vous êtes dans la team qui fermait ses tabs au fur et à mesure, ou est-ce que vous êtes dans la team qui accumule les tabs et ils deviennent tellement petits, on voit plus que l'icône. Oui. Mais avant ça, le processeur dit ouf. Alors ici, il les archive automatiquement. Tous ces tabs en plus, ces tabs qui sont pas accrochés à un espace blog, podcast, réseaux sociaux dans mon exemple, tous ces tabs qu'on ouvre au fur et à mesure d'une tâche, qu'on travaille, etc. On peut les laisser là, on peut les fermer, selon vos préférences, mais lui il va les fermer automatiquement, par défaut après 24 heures, mais vous configurez la période. Ça veut dire que vous n'allez pas vous terminer avec des centaines et des centaines de tabs ouverts. J'ai vu passer une news cette semaine, il y a une brave madame qui était arrivée à 7470 de tête, tabs ouverts sur Firefox. Ouais. Pas mal. Après, elle a eu des problèmes de mémoire quand même. Ah oui, j'imagine. Voilà. Une autre chose que j'aime beaucoup, quand on passe la souris sur un lien, si on appuie sur la touche Shift, il se connecte au site du lien en question, et grâce à l'intelligence artificielle, tiens donc, je l'avais pas encore cité ce mot-là, il nous fait un petit résumé du site web aussi. Donc il nous fait un petit résumé du site web juste en passant la souris sur un lien. On doit pas cliquer sur le lien et aller visiter. Alors il fait des tas d'autres choses aussi, mais que j'utilise pas, donc je vais pas en parler trop. Notamment un truc qui s'appelle Boost, si j'ai bien compris, c'est un peu comme les plugins qu'on peut faire avec comment ça s'appelle ce truc là de Monkey machin de Temper Monkey, vous savez, c'est ce plugin qui permet de modifier l'HTML ou les CSS pour customiser un site web pour nous. Donc ça c'est built-in dans le browser aussi, ça s'appelle le Boost. J'utilise pas, je vais pas en parler de trop. Mais voilà, j'aime bien, c'est réactif, c'est rapide. J'ai pas testé sous Windows, j'ai testé que sous Mac. Ça démarre rapidement. Voilà, à tester et faites-vous votre propre opinion. J'ai une question quand même. Les plugins habituels Chrome, on sait par exemple qu'ils fonctionnent sur Brave, ça fonctionne. Et ici, ça fonctionne aussi. On sait les installer Oui. Donc moi, j'ai installé. Je travaille avec très peu de plugins. Un plugin par la boîte dont je travaille qui me permet d'accéder à des sites web internes, un plugin de sécurité, celui-là fonctionne. Un deuxième de la boîte où je travaille qui fonctionne aussi. OnePassword, un ad blocker, et j'utilise Temper Monkey justement. Et ça, on va la chercher sur le Chrome Store d'ailleurs. C'est pas un build. C'est surtout effectivement le trousseau, l'application, soit OnePassword ou un autre, de pouvoir l'installer dedans, parce que c'est quand même c'est même obligatoire. Ça serait un bloqueur. Ce serait vraiment bloquant si c'était le cas. Bloqueur de pub, il en a un ou pas, ou je pense pas par défaut. Moi, j'ai installé uBlock, celui que j'utilise d'habitude. Ils disent qu'ils sont très centrés sur la privacy et sur la sécurité, mais sans rentrer dans les détails de ce qu'ils font à ce niveau-là. Et petite anecdote également, ça n'a rien à voir pour les gens qui l'utilisent, mais c'est écrit dans le langage de programmation Swift, qui est le langage créé par Apple à la base pour développer des applications iOS, iPadOS, WatchOS, macOS, mais qui fonctionnent très bien sous Linux et sous Windows aussi. La preuve, ils viennent d'écrire un browser basé sur Chromium sur Windows. Ça veut dire aussi qu'à terme, ils vont nous sortir une application, ne serait-ce que pour l'iPad. Oui, j'ai oublié de le mentionner. Il y a une appli iOS en tout cas. Android, je sais pas, mais iOS, qui est très très différente des autres navigateurs. C'est plus un search engine. Si vous avez installé l'application Google Search, c'est plus comme ça. Vous tapez un truc, ça vous donne les résultats, et puis après, si vous cliquez sur le lien, vous pouvez aller voir sur la page web. Mais la porte d'entrée, c'est un moteur de recherche. Ok. Exactement. Moi, je trouve ça. Je sais pas ce qu'en pense Aurélien. Je l'avais vu ce truc. Encore un énième browser, etc. Avec plein de promesses sympas. Et je suis content que tu en aies parlé parce que ça donne envie vraiment. Aurélien, peut-être un avis, une question, ou rien.
Non, j'ai pas testé, honnêtement, j'ai pas testé. Ah non, mais, non plus. Mais c'est vrai que ça paraît alléchant et tout ce qui fera qu'on gagnera en lisibilité, en lisibilité surtout, parce que c'est pas mal. Moi j'aime bien la manière dont tu peux organiser tes onglets, en gros, hein, mais c'est plus des onglets par espace. Tu vois ce qui est ouvert. Bien sûr, parce qu'il y a des moments où et c'est vrai que les onglets ont tendance à te sortir un peu à un moment donné. Tu te dis tiens, je passe dessus sur YouTube, je regarde une vidéo alors que on était juste en train de chercher un autre onglet dans lequel là on peut commencer à segmenter un peu tout ça et c'est pas plus mal. Tout ce qui est, j'imagine, les favoris, tout ça fonctionne comme un autre browser. On peut enregistrer on peut enregistrer ses espaces, ses tabs, on a des favoris, oui, tout le tralala classique sont là. Génial, merci beaucoup pour ce arc facile à retenir et tous les liens bien entendu sont dans la description de cet épisode comme d'ailleurs toutes nos sources sont dans la description de cet épisode comme chaque semaine depuis presque 10 ans maintenant. Allez, la lettre B comme basket. Qu'est-ce que ça vient faire ici ça? Aurélien, tes baskets sont encore dans l'escalier, s'il te plaît, range-les. Des vrais produits grand public, imprimés en 3D. Et c'est un vrai produit. Ça m'a fait penser, alors tu vas nous en parler dans un instant, mais ça m'a fait penser aux pneus increvables, dont on avait un petit peu parlé aussi à une époque, parce que c'est un peu la même philosophie de fabrication, de conception. Mais je t'en prie, Aurélien, parle-nous de tes baskets. Oui. Non, c'est pas mes baskets, ce sera peut-être mes futurs baskets. Non, peut-être. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus jetable et de plus produit dans des conditions parfois douteuses, sans vouloir rentrer dans le détail, qu'une paire de baskets. Et donc, j'ai relevé cette news qui parle de Decathlon et de HP. Alors j'y reviendrai pourquoi HP après, qui promettent qu'avant fin 2024, vous pourrez acheter des baskets imprimées en 3D en Europe, full Europe, donc made in Europe. Donc ça déjà, ça mérite d'être souligné. Alors comment ils font ? HP a sorti déjà il y a, ça fait au moins 5-6 ans, des moyens on va dire très rapides par rapport à d'autres technologies d'imprimer des matières souples, notamment la technologie multi-jet fusion. Donc je vous raconte un peu ce que c'est. C'est une technologie donc, qui est propriétaire d'HP, où vous imprimez en 3D en liant par une sorte d'encre de la poudre de plastique. Ça peut être du PA12, ça peut être des matières plus molles, pour faire notamment une semelle caoutchouteuse. Et donc avec cette technologie que HP a mis au point, alors c'est pas accessible à tout le monde, hein. Ce sont des machines que vous devez avoir dans des locaux spéciaux. Les gens qui manipulent ces machines-là, il y a des poudres et donc il faut masque et compagnie. Enfin, c'est pas à la portée de tout le monde. Mais cette technologie, elle permet de sortir des pièces imprimées en 3D, donc personnalisées et personnalisables, à des coûts relativement intéressants versus des technologies d'impression 3D plus avancées, la stéréolithographie, ce genre de choses, et en un temps relatif de quelques heures, voire quelques dizaines d'heures. Donc en fait, Decathlon a dit, bon, moi pour faire une basket, j'ai besoin d'une semelle, d'une structure en caoutchouc, et puis d'un tissage, le dessus de la basket. Et donc ils se sont rapprochés d'HP pour la partie fabrication 3D et de Leonetti pour des machines. Leonetti, c'est une boîte italienne pour la machine qui fait le tricotage numérique. Et donc d'ici fin 2024, on arrivera à avoir une basket qui sera personnalisée à la forme de notre pied. Donc ça, voilà, c'est quand même... Pas mal. Un gros plus pour les gens qui font de la course à pied ou des sports qui nécessitent des baskets. Et puis, à un prix relativement abordable, on parle de 200 à 300 euros, et un délai de fabrication
ils estiment ça à environ 72 heures. Et ils mettent une même personne qui a les deux machines, on va dire côte à côte, et qui s'occupe de fabriquer. Je trouve cerise sur le gâteau, c'est que Decathlon a mis au point pour assembler la partie semelle et la partie du dessus, assembler les deux parties, une technologie sans colle, ce qui fait qu'en fait la basket est complètement recyclable. On arrive très facilement à défaire ou décoller les deux parties et donc à les recycler. On sait très bien que le problème de ce genre de basket, c'est que une fois qu'on a un amas de trucs collés, on peut pas faire grand chose pour le recycler. Mais si, donc si on sépare la basket semelle et corps de la chaussure, on va dire, là, on peut décoller l'un et l'autre et donc remplacer la partie inférieure si elle est trop usée et garder la partie supérieure. Donc il y a ou l'inverse. Enfin, c'est selon. Moi, je trouve les orthopédistes vont être fous de joie. Hein. Mais c'est pas décollé. Pour le coup, c'est pas décollé, mais non, pas de la colle. Moi je trouve ça, cette technologie-là, je trouve ça, alors c'est un peu cher, certaines chaussures sont bien plus chères que ça, mais pour du sur-mesure, pour du sur-mesure, ça va encore. C'est le prix de basket de running des gens qui courent régulièrement. C'est ça. Mais moi, je voulais insister sur deux choses. La première, c'est la technologie multi-jet fusion pour ceux qui fabriquent des pièces ou qui font de la mécanique. C'est une techno qui est complètement différente de ce que vous pouvez avoir en impression 3D chez vous, et vous arrivez à des résultats qui sont nettement plus mécaniquement, qui tiennent beaucoup mieux et qui sont à des coûts qui sont très très raisonnables par rapport à d'autres technos. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, je pense que c'est l'un des premiers exemples où on va trouver le résultat de l'impression 3D et de la fabrication additive et de la fabrication numérique dans du grand public, dans des grandes dans la grande distribution. Oui, c'est vrai. C'est pas commun. C'est pas commun. Pour moi, c'est une opinion côté Sébastien, un avis, une opinion. Oui, je disais côté design, Adidas et Nike n'ont pas de soucis à se faire pour le moment. C'est pas encore ça qui, c'est pas un accessoire de mode. Ça me rappelle un peu pour être très. Attends, je te coupe 2 secondes pour ceux évidemment qui ne visualisent pas de quoi il s'agit. Cette semelle est perforée. Alors c'est certainement un design très intelligent qui fait que les forces se répartissent de manière uniforme dans la semelle, mais elle est extrudée complètement. C'est-à-dire que c'est une espèce de nid d'abeilles, mais des abeilles un peu folles. Un gros nid d'abeilles. Un gros nid d'abeilles complètement débile, qui ont fait ça n'importe comment. Et donc il y a des trous partout. Donc si tu marches dans un petit cadeau d'un petit chien, par exemple, t'es parti pour bonne chance pour le nettoyage. Bonne chance pour le nettoyage. C'est ça. Quoi. Oui, mais c'est une forme qu'on aurait beaucoup de mal à faire par des process actuels d'injection. Donc on arrive à une nouvelle ère aussi. Technique, on arrive à une nouvelle ère. Mais Sébastien, je t'ai coupé, pardon. Non, je disais juste que ça ressemble un peu à ces trucs qu'on achète pour 5-10 euros, qui sont des slash de plage pour marcher dans le sable et dans la mer. Il faudra avoir le confort aussi. Je me demande quel est le confort à l'intérieur. Mais sinon, je rejoins tout à fait Aurélien sur le point construction. Je crois que c'est la première fois qu'il y a des articles grand public qui peuvent être ainsi créés en 3D. Quand je parlais de pneus, c'était un projet, c'est toujours un projet de Michelin Uptis, le pneu increvable qui fonctionne un peu sur le même principe, c'est-à-dire qu'on a remplacé l'air. Enfin, il y a toujours de l'air, mais par contre, c'est une multitude de petites alvéoles, en gros, à l'intérieur même de la roue, et donc du coup, les forces se répartissent dans ces petites alvéoles et sont soutenues par des morceaux de plastique, du caoutchouc, que sais-je, qui vont faire rejoindre l'axe du corps de la roue, du pneu, quoi. Donc voilà, c'était ça ma petite référence personnelle par rapport à ce dont on vient de parler. On a fait le tour, c'est le cas de le dire, de la question, mais c'est juste un truc, peut-être que tu l'as dit, c'est déjà dans le commerce, ce sera dans le commerce fin 2024. Fin 2024, donc ça va, ce sera pour le printemps 2025, parce qu'on va pas courir dans la neige avec ça, quoique, peut-être, ou alors en salle, que sais-je. Passons à la suite.
Avec la lettre B, encore la lettre B, comme Basic, mais pas que Basic. Parce que c'est une des séquences préférées de Sébastien, ce qu'on appelle la séquence vieux C. C'est gentil. Oui. Mais c'est B quand même, comme Basic. Quand Basic fête ses 60 ans quand même, c'est plus vieux que nous. Ça déjà. Oui, ça pourrait être... voilà, mais non, c'est plus vieux que moi. Donc voilà. 60 ans, c'est quand même pas rien, Seb. J'étais surpris, je ne savais pas que le Basic avait 60 ans. Donc le Basic, c'est un langage de programmation. Si vous avez plus de 40 ans et que vous avez déjà programmé, il y a de bonnes chances que vous avez commencé à programmer en Basic. 1er mai 1964, à 4 heures du matin, premier déploiement d'un langage de programmation sur un ordinateur partagé à l'université Dartmouth College. Alors Dartmouth, naïvement, moi je croyais que c'était en Angleterre, enfin c'est en Angleterre, mais de Dartmouth College, l'université, c'est dans le New Hampshire, c'est sur la côte est des États-Unis. Et en fait, avant ça, les gens qui utilisaient des ordinateurs, à l'époque, c'était des ordinateurs partagés. On avait accès à du temps de calcul sur un ordinateur. Ils devaient le faire avec des langages de programmation tels que l'Algol, le Fortran, le COBOL, dont on a parlé récemment dans les technos. Et il y a deux mathématiciens, chercheurs, qui se sont dit, il faut un truc pour démocratiser la programmation, faire quelque chose de plus simple. Et ils ont créé un langage de programmation généraliste qui sert à tout pour les débutants. Et d'ailleurs, c'est l'acronyme BASIC. Ça non plus, je ne savais pas que c'était un acronyme BASIC. Moi, je croyais que c'était BASIC parce que c'était simple. BASIC. Basic. Bah ouais. Mais en fait, ils ont fait un jeu de mots. C'est Beginner's Whole Purpose Symbolic Instruction Code, ce qui veut dire du code d'instruction symbolique à tout faire pour les débutants, ce qui fait BASIC, donc les acronymes de BASIC. BASIC est extrêmement simple, effectivement. Si vous n'avez jamais programmé, il faut taper des lignes de code. Ça, jusque-là, c'est pas nouveau, qui sont numérotées. Avec des numéros. Voilà. Oui, c'est ça. Elles sont numérotées et on peut revenir à une ligne de code. On peut dire imprime bonjour sur la ligne 20 et puis sur la ligne 30, on dit go to ligne 20. Ligne 20, ouais. Et pourquoi est-ce qu'on faisait les lignes 10, 20, 30, vous vous souvenez, et pas pour avoir de la 10, place 11, pour 12, mettre des lignes intermédiaires, c'est ça? Exactement, oui. Sinon, il fallait tout décaler, donc tout réécrire. Oui, c'est ça. On s'est réservé un peu de place, etc. Alors, BASIC a été popularisé non pas par cette implémentation-là qui était quand même réservée aux universités, aux sociétés qui avaient des gros ordinateurs, mais BASIC a été popularisé dans les années 70, fin des années 70, 70, puisqu'en 75, 75, deux compères qu'on cite souvent ici dans les technos, Paul Allen et Bill Gates, ont créé BASIC pour Altair 8800, un des premiers ordinateurs personnels de l'époque, personnel dans le sens où on peut l'avoir à la maison, et ils ont créé une société pour ça, vous avez peut-être déjà entendu parler, ça s'appelle Microsoft. Il faut se souvenir que Microsoft n'a pas été créé pour faire le DOS, dont je vais parler dans un instant, ou Windows, mais pour faire le BASIC. Et puis, un an plus tard, en 1976, Steve Wozniak a adapté le langage pour l'Apple II, et c'était le langage qui venait avec l'Apple II dans la fin des années 70. Et puis après, il y a Microsoft qui en a fait des tas de versions. Vous vous souvenez peut-être de Visual Basic for Application, qui était dans Access, etc. Évidemment, plus on a vendu de machines grand public à l'époque, milieu des années 80, je pense au Commodore VIC-20 puis au Commodore 64 par exemple, plus ça a popularisé le langage BASIC, puisque le commun des mortels touchait pour la première fois un langage de programmation, c'était voilà, des fois sans trop réfléchir, parce que c'était on vendait des livres avec le code qu'il fallait retaper et bêtement et les gens recopiaient le code sans savoir pour ce qu'ils faisaient exactement, mais c'était les bases quoi. Non seulement des livres, mais des magazines. Il y avait des magazines hebdomadaires où on pouvait avoir, il y avait des programmes qu'on devait retaper soi-même. Je vois Aurélien qui nous regarde d'un œil. Il parle de quoi Et tu fais bien de me rappeler, Marc, effectivement, l'Atari 800, le TRS-80, le VIC-20, le Commodore 64. Tout ça, ça venait avec le BASIC. Donc voilà, ça c'était ma première news vieux con. BASIC n'est plus utilisé aujourd'hui. BASIC n'est plus utilisé aujourd'hui, c'est plutôt Python, JavaScript qui sont les langages simples pour apprendre, pour démarrer, mais il reste présent dans la culture informatique et certainement l'influence des autres langages qu'il a eu après. Moi, je connais des gens qui vont récupérer des vieux Commodore et qui les réaniment, qui les relancent et qui trouvent encore un téléviseur sur lequel brancher le bazar et qui se remettent un petit peu au BASIC pour s'amuser à faire du go-to et voilà, des trucs comme ça. Et c'est vrai que c'est rigolo.
d'un point de vue pratico-pratique, c'est vrai qu'il y a mieux quand même aujourd'hui. Puisqu'on est dans la séquence vieux C, il y en a d'autres. Ouais, je vais faire plus court sur les autres, je te rassure, mais très lié au Basic. Microsoft a publié le code de MS-DOS 4 la semaine passée également. Il y a un repository GitHub qui est disponible en lecture uniquement, où on va retrouver tout le code. Alors, ils avaient déjà publié celui de MS-DOS 1.1 quelque chose, 1.25 et 2.0. Et là, ils ont rajouté le 4.0 et le 4.0 multi-threaded. Et ça, je me souvenais pas, j'ai absolument aucun souvenir de ça, qu'il y avait eu une version de MS-DOS 4 qui était en préemptive multitasking, comme on disait. Donc, par défaut, dans l'OS, dans MS-DOS, il fallait attendre qu'une application, qu'une tâche se termine avant que l'autre puisse s'exécuter. Et il y a eu une version de MS-DOS 4 où il y avait une tentative de début de multitasking, c'est-à-dire où le système d'exploitation pouvait arrêter un programme à un moment pour dire bon, toi t'en as assez fait, maintenant je donne un peu de temps à l'autre, et donc donner l'illusion que les programmes fonctionnent en parallèle, ce que font tous les operating systems modernes maintenant, que ce soit Windows, Mac et Linux évidemment. Mais voilà, si ça vous intéresse, ça c'est aussi l'archive. Il y a tous les PDF originaux dans la version 4 qui sont là aussi, les release notes, les session managers, system calls, etc. C'est des scans des manuels de l'époque. J'ai été un peu regarder le code source. Il y a évidemment un peu d'assembleur pour tout ce qui est boot, etc. Et puis sinon, c'est essentiellement du C, une version de C que je connais pas trop parce qu'il y a des begin et des end pour définir des blocs. Si quelqu'un connaît le C des années 80, laissez un commentaire sur votre plateforme ou sur YouTube, parce que j'ai jamais vu des begin et des end dans du C, mais c'est du C quand même. Donc voilà, et c'est compilable. J'ai un collègue qui s'est lancé dans le challenge d'essayer de compiler ça, et il est en bonne voie de réussir. Donc on peut reconstruire son propre MS-DOS. Ça aussi, ça sert à rien, c'est juste l'histoire de l'informatique. Hein. Non, c'est oui, c'est ça, c'est de l'archéologie. C'est de l'histoire. Exactement. C'est autre élément d'archéologie, c'est dans le domaine des téléphones portables. Des téléphones, puisque Nokia a ressorti son 3210. Vous vous souvenez, le 3210, le truc incassable avec une batterie de 3 mois. Eh bien, il existe dans une nouvelle version. Vous pouvez l'acheter dès aujourd'hui. C'est disponible sur le site du fabricant et ça coûte 80 €, 79,99. Mais comme on est écouté en France, un truc que je comprends. je voulais pas le dire, donc je préfère dire 80. 80 €. Il existe en 3 couleurs, en jaune, en gris et en bleu. Il y a Snake dessus. Snake, pour les plus jeunes qui nous écoutent, c'est un jeu avec un petit serpent qui doit manger des petits points, et au plus il mange des points, au plus le serpent devient grand et il peut pas se mordre la queue, et donc il faut c'était le seul jeu disponible. Il y aura un appareil photo de 2 mégapixels et il y aura de la 4G aussi. Je sais pas trop ce qu'ils vont faire avec la 4G dessus, puisqu'il n'y a pas vraiment de concept d'application. Enfin si, il y avait les trucs avec comment ça s'appelait, le web machin, enfin une version HTML WAP. Extrêmement simple. Oui, WAP. Merci Aurélien. Oh là là, quelle mémoire. WAP. Vous avez vu un peu. Bon, peut-être qu'il y a des applications WAP. Mais c'est pour les enfants ou c'est pourquoi? C'est vraiment le public visé? Non, c'est pour les gens qui doivent téléphoner simplement, sans distraction aucune. On a besoin de téléphoner, d'envoyer des SMS. Très sérieusement, il y a une tendance à la déconnexion de plus en plus de gens qui se sentent trop connectés et qui, par exemple, le week-end, préféreraient avoir un simple téléphone, le plus basique possible, pour dire simplement, voilà, si on a besoin de me joindre, je suis joignable, si j'ai besoin de joindre quelqu'un, je sais le joindre aussi, mais par contre, tout le reste, les mails, les machins, etc., les applications, basta, je ne veux plus en entendre parler, et ça fait partie du droit à la déconnexion des uns et des autres. Juste une précision, tu peux mettre 2 cartes SIM dedans, si je ne dis pas de bêtises, sur ce C'est loin Noël ou pas? C'est loin Noël. On n'a jamais été aussi près de Noël à ce jour. À ce jour, oui, mais c'est beaucoup plus à droite. Dans le calendrier, je veux dire. Et la dernière news. Je suis assez long. Apple Insider a publié en entier la vidéo de la keynote de Steve Jobs il y a 26 ans, donc en 1998, qui annonçait le iMac, le retour d'iMac. C'était le retour de Steve Jobs chez Apple après sa période de traversée du désert, le rachat de Next, et ils avaient simplifié la gamme en faisant plus qu'un portable
et un outil de bureau. Et l'outil de bureau, c'était ce fameux iMac, vous savez, ce bonbon acidulé, un peu dans des couleurs un peu flashy, bleu, jaune, etc. Tout intégré. Alors il y a quand même des trucs qui m'ont étonné à l'époque. Plus de lecteur de floppy, les gens avaient hurlé. Il y a plus de lecteur de floppy. C'était terrible. Plus de port série, de machin comme ça. C'était de l'USB en standard et que de l'USB et un port 100 mégabits Ethernet. Réseau Ethernet, pas en standard dans toutes les machines, c'était révolutionnaire à l'époque. Alors, enfin, moi je fais beaucoup de speech en public sur des scènes petites ou grandes, et voir Steve Jobs sur scène, c'est toujours une leçon d'humilité, et c'est génial. J'ai regardé cette keynote en entier comme si c'était waouh, qu'est-ce qu'il va annoncer après. Et ça avait 26 ans, l'iMac a 26 ans. Mais oui, et par la suite, les modèles ont grossi aussi, parce qu'avec parce que la télé, enfin l'écran fait partie de la machine, hein, comme dans tous les iMac. Mais on est passé à la taille supérieure 1 ou 2 ans plus tard, je pense. C'était plus que du 17 pouces. Hein, je sais plus combien c'était. C'était du 17. Je sais non, plus. C'était grand. Après, c'est 15, après, je crois. Ouais. D'abord 15 et puis 17 ou plus après, et c'est là qu'on a commencé réellement, parce qu'on faisait déjà du montage vidéo sur des machines dédiées à vide par exemple, mais là sur son poste de travail on pouvait commencer à monter des petites vidéos, et ça c'était aussi une révolution, il faut bien le dire. Avec des processeurs d'IBM à l'époque, les PowerPC G3. Les PowerPC, effectivement. On a bien fait le tour de la question. À propos de keynote, il y en a eu une cette semaine, aucun d'entre nous ne l'a regardé, j'ai l'impression, parce que ça a perdu un peu de sa superbe, les keynotes, hein. Faut être honnête. Et en plus, ce qu'on nous annonce aujourd'hui, c'est des évolutions de produits, c'est des évolutions de gamme. Il n'y a pas de nouveaux produits aussi forts, en tout cas, que l'iMac, que l'iPhone, que l'iPod à l'époque. Ça, il faut reconnaître aussi que c'est derrière nous. Malheureusement, peut-être que ça reviendra un jour avec des trucs complètement fous et inimaginables, mais on n'y est pas pour l'instant, en tout cas. Allez, on poursuit notre abécédaire avec la lettre G comme guitare, Aurélien. Guitare, on va parler d'instruments de musique, de lutherie pour être précis, enfin, une guitare de voyage. Oui, alors c'est un projet Ulule. J'aime bien moi les gens qui se lancent dans des trucs un peu fous. Et donc j'en ai trouvé 3 là, Alan, Antonin et Louis. Alors j'ai pas leur nom, je suis désolé, mais c'était pas dans l'article. J'ai cherché et voilà. Donc il y a deux ingés arts et métiers, je pense qu'ils sortent juste de l'école. Et ils cherchaient un produit à développer, et ils se sont dit, moi je suis guitariste et j'ai envie d'emmener ma guitare partout, et si je prends le train, si je prends le métro, si je prends l'avion, il me faut un sac dédié, ça prend de la place. Qui n'a jamais été dans le métro avec un gars qui a une guitare et une contrebasse, n'en parlons pas. Oui, une contrebasse. Et ils se sont dit, on va créer une guitare acoustique ou électroacoustique. Qu'on peut démonter, plier et ranger dans une valise cabine, dans un sac à dos cabine. Taille du sac à dos, 50 par 35 par 20. La taille standard pour monter dans les avions bon marché. La taille standard pour monter dans les avions. Donc, c'est une guitare en carbone, déjà, contrairement à... l'énorme majorité, c'est quand même en bois. Et donc, pour expliquer, le corps de la guitare, le fond, donc qui vient toucher votre ventre, se démonte. Ouais. La caisse, c'est la deuxième partie, et le manche se démonte de la guitare. Et tout ça, ça rentre dans le sac à dos. Les cordes restent solidaires du manche, et vous avez ils appellent ça cordier. Alors, je savais pas que ça s'appelait un cordier. Où vous accrochez la pièce du bas des cordes sur la caisse, vous accrochez le manche, vous serrez le manche, vous accordez votre guitare et hop, voilà, ça fait une guitare. Ils l'ont fait tester par des laboratoires d'acoustique, par des guitaristes de renom. Alors je vous laisserai écouter là sur les liens que je vous ai mis, vous avez les vidéos et vous avez les noms des guitaristes en question. Je vous laisserai vous faire une idée, puisque c'est quand même une guitare. Alors, ce qui est très, 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 très différent de la guitare, c'est que sur une guitare standard, vous avez un trou central, un évent central sous les cordes. Et là, vous n'avez pas ce trou. Vous avez un trou qui est complètement excentré par rapport aux cordes.
c'est sur une des oreilles, enfin une des parties, la partie hausse de la guitare. Alors, a priori, c'est une guitare pour droitier qu'on nous montre. Du coup, si on voilà, il y a peut-être un truc à creuser de ce côté-là, mais en tout cas, cette ouïe est décentrée et à cheval sur le bord, quoi, en gros. Voilà, donc moi je trouve que l'idée est très très bien pour les gens qui, voilà, les gens, les musiciens, on a toujours besoin de s'exercer, s'entraîner, et même quand on a une vie nomade. Je pense que on est tous d'accord là-dessus. Ils ont fait une campagne de financement participatif Ulule. Ils avaient demandé 15 000 €. Ils en sont déjà à 38 000 €. Ils proposent une livraison jusqu'en mai 2025. Et ils la vendent. Alors, il y a des prix, il y a des rabais pour les early adopters, mais grosso modo, il faut compter 750 € pour avoir ces guitares. Voilà. Et puis, je trouve aussi que c'est une guitare qu'on peut mettre partout. Elle peut prendre l'eau, vu que c'est du carbone. C'est pas les mêmes inconvénients qu'une contrainte et inconvénients qu'une guitare en bois. Moi, je trouve que le projet est vraiment marrant. Je suis pas guitariste moi, mais je trouve que l'objet je suis sensible à l'objet. Oui, enfin, il faut voir comment ça sonne et si le guitariste, il trouve son compte, parce que finalement c'est ça l'important. Les cordes, ce sont des cordes classiques, hein. Y a pas par contre, il y a pas de changement a priori. Donc, je sais pas ce qu'en pense Sébastien. T'es guitariste, toi, Sébastien? J'en sais rien. Non, pas du tout. J'aimerais bien jouer d'un instrument, mais je joue d'aucun, donc non. Ouais. Mais je crois que t'as résumé. Il faut voir si les guitaristes ils trouvent leur compte, mais c'est un bel objet. Oui, d'un point de vue design, c'est moderne, c'est original, c'est pas non plus extravagant. Faut être très très clair, parce qu'on a déjà vu des guitares, mais c'est plutôt dans le domaine de la guitare électrique dans ce cas-là où on fait des trucs un peu extravagants. Oui. Là, bon voilà, ça reste une guitare acoustique un petit peu particulière. Ça piquera là certainement si vous jouez en public avec ça la curiosité du public justement, parce que c'est particulier. Il faudra écouter les sons. Je les ai pas là sous la main, désolé, mais ce serait bien de les écouter pour se rendre compte de la sonorité de l'objet. Donc voilà, affaire à suivre peut-être si ça vous tente. Mogi, ça s'appelle, hein, mogi-guitar.com, c'est le site, et puis on vous met les liens évidemment comme toujours en référence de cet épisode. On avance avec la lettre P comme plante, Sébastien. Les plantes jouent de la guitare, enfin on sait pas, en tout cas elles émettent très des sons, paraît-il. Est-ce que c'est bien raisonnable? C'est une découverte de chercheurs, d'un groupe de chercheurs, je ne vais pas tous les citer, mais co-dirigés par deux universitaires de l'université de Tel Aviv, qui se sont rendus compte que, comme dans Harry Potter, les plantes émettent des sons. Vous vous souvenez, dans Harry Potter, il y a les mandragores magiques, mais là on les entend. Tandis que les plantes qui émettent des sons, enfin, apparemment, ils ont testé des plants de tomates et des plants de tabac, et ils ont mis des micros autour à différentes distances, et ils se sont rendus compte que ces plantes émettent des sons qui sont inaudibles pour l'oreille humaine, puisqu'on va au-delà des 40 kHz jusqu'à 100 kHz. Pour certains, donc c'est des ultrasons, mais ça veut dire que d'autres plantes peuvent y être sensibles, et d'autres animaux aussi, les chauves-souris pourraient parfaitement entendre les sons émis par des plantes. Alors dans quelles circonstances elles émettent des sons? Quand elles souffrent, et on n'est pas en train de dire qu'elles ont un système nerveux, donc souffrir, c'est mon extrapolation à moi de mapper ça sur des sentiments humains, mais globalement, si elles sont pas bien traitées, si elles ont soif, si on les coupe, il y a des sons et des sons différents. Donc ils ont collecté ces sons. En gros, oui, c'est exactement ça. Ils ont collecté ces sons avec des micros spécifiques capables d'enregistrer des ultrasons. Ils ont analysé tous ces sons, ils les ont passés aux moulinettes de machine learning également pour apprendre à détecter des patterns. Et donc, en fonction du son, du type de son qu'il y a, on est capable de dire quel est le message, en quelque sorte, que fait passer la plante. Alors, à quoi ça va servir, vous allez me dire? Ça peut servir dans l'agriculture. Si une plante est pas assez arrosée ou trop arrosée, elle émet des sons, et des sons qui sont différents. Et donc, en fonction des sons qu'elle émet, on pourrait dire, tiens, cette plante a besoin d'être arrosée ou n'a pas besoin d'être
d'être arrosé. T'imagines un champ de blé au moment des moissons, qu'est-ce que ça doit hurler? Alors, c'est ce qu'ils disent. J'ai vu passer cette news dans l'article de Science et Avenir, et c'est ce qu'ils disent. Un champ de blé ou un champ de coquelicot, ça a l'air tout silencieux pour nous à part le vent, mais il y a énormément de sons qui sont émis. Allez. Et que certains animaux peuvent entendre. Alors, l'article de Science et Avenir est très vulgarisé, il est très simple à comprendre. Je vous ai mis aussi le lien vers l'étude complète publiée par l'université en question dans les notes du podcast. Et là, vous avez tous les détails du protocole de test d'enregistrement, les fréquences, les analyses, les méthodes de correction d'erreurs. C'est un rapport scientifique, donc ça va dans beaucoup plus de détails. Mais voilà, c'est nouveau, on ne le savait pas. Maintenant, on le sait, et ça peut servir, ça peut avoir des débouchés dans l'agriculture. Eh bah oui, j'imagine, pas dans la musique. Je sais pas, Aurélien, moi ça m'arrête, je suis toujours un peu dubitatif quand on me dit, parce qu'on me dit qu'il faut parler à ces plantes en plus, mais si on n'est pas sur la même fréquence, comment est-ce qu'on peut, enfin, moi je sais pas, Aurélien, un avis là-dessus? Non, pas du tout, peut-être. Terre à terre, oui. Tu sais, je suis scientifique. Oui, bah oui, mais là aussi. Voilà, why not? Je doute, mais écoute, si c'est pour le bien des plantes, qu'on arrive à voilà, les écouter pour savoir qu'elles ont soif ou pas. Oui, par exemple. Si on arrive à décoder avec une intelligence artificielle, tu vois, le Yuka qui fait « Faites sortir le chat !» Oui, c'est ce genre de truc, voilà. Pourquoi pas, à voir, enfin, à suivre ou pas. On verra bien. À suivre. Allez, la lettre P comme puteur. P-U-T-E-R, alors que ton image est toute floue. Ah non, c'est de nouveau net. Aurélien était flou, il est toujours un peu flou, Aurélien, de toute façon. Puteur, un OS décentralisé et open source, c'est pas rien de le dire, et moi j'étais tombé là-dessus, et effectivement, je trouve ça assez original, particulier et intéressant. Oui. Alors, moi aussi, ça m'a interpellé quand tu as partagé la news, et je te remercie. Donc, j'ai creusé un peu le truc. Je suis tombé sur un article l'article de Clubic, là, qui est assez fouillé, et c'est assez intéressant. Donc, c'est un développeur qui s'appelle Nariman Jelveh, J-E-L-V-E-H, qui est fondateur de puter.com, P-U-T-E-R.com. Alors, je vous laisserai aller voir si vous êtes intéressé. Il part du postulat que, comme tous les OS web, votre ordinateur personnel serait accessible virtuellement de partout et sur tous les écrans possibles. Grosso modo, vous avez un ordinateur dans le cloud. Je vais pas... C'est un peu ça. Oui. Je vais pas apprendre ça à Sébastien. Les intérêts sont simples. Grosso modo, on peut, vu que c'est dans le cloud, on peut vous allouer la puissance dont vous avez besoin. Si vous écrivez un roman et que vous ne faites que du traitement de texte, vous avez besoin de rien ou pas grand-chose. Si vous êtes en train de faire du montage vidéo pour Marc, là vous aurez une machine de guerre que de toute façon vous n'aurez jamais chez vous. Donc c'est la promesse. Donc il y a eu déjà pas mal de tentatives d'OS. On se souvient de Firefox OS, de WebOS, Chrome OS, qui cherchent à vous, comment dirais-je, délester de votre matériel personnel, dans le sens où si aujourd'hui vous n'auriez besoin que d'une connexion, un bout de carte graphique pour afficher ce qui vient de votre connexion internet, c'est que ça, puisque toute la puissance de calcul est délocalisée. Donc si vous allez sur PuterOS, vous créez un compte, vous allez vous retrouver dans une... J'ai adoré le journaliste de Clubic qui met vous retrouverez en bas votre menu démarrer, ça ressemble à Windows 11 comme deux gouttes d'eau, et un joli fond d'écran.
Ils ont retiré un peu un joli fond d'écran digne d'un Apple. Tu vois, c'est le mariage. Je choisis pas de camp, je fusille. Voilà. C'est un peu la fusion de certaines distributions Linux aussi, enfin de certains bureaux Linux. Enfin voilà, il y a un peu de tout dedans, mais c'est propre, c'est clair. Au moins, il fâche personne, quoi. Ceci étant dit, tu parlais de montage vidéo, l'application n'existe pas encore dans cet OS. Il y a d'ailleurs très peu d'applications dans J'y viens. Donc si vous loguez, vous aurez 500 mégaoctets de stockage qui sont pour l'instant gratuits. A priori, ça va pas y rester. Mais et un app center, là, comment on appelle ça, un catalogue d'applications. D'applications, oui. Ouais, dans lequel il y a des éditeurs de texte, des jeux, un petit éditeur de photos, un lecteur vidéo, un accès à votre webcam, mais voilà, aujourd'hui, pas grand-chose. Un browser, je vais y venir. Un browser, oui, dans lequel on peut relancer Putter. Bah donc en fait, on peut se loguer Putter dans Putter. Voilà. Il n'y a pas de suite bureautique, il n'y a pas de tout ça, mais en même temps, vu qu'il y a un browser, maintenant les suites bureautiques, il y en a beaucoup, enfin je ne veux pas te donner le nom, mais il y en a beaucoup en ligne. Oui. Donc ils ont, pour l'histoire du browser, parce que donc ils ont fait un deal avec une startup qui s'appelle CloudTabs, qui est un browser qui masque l'IP par défaut. Ce qui veut dire qu'en fait, vous pouvez vous géolocaliser où vous voulez, puisque l'IP est masqué. C'est une sorte de VPN, faux en quelque sorte. Enfin, un faux VPN. Donc, ce projet est un projet open source, comme j'ai dit. Alors, ça, c'est marrant parce que le créateur, là, il défie les experts en sécurité en disant « Allez-y, trouvez-moi c'est open source, je vous donne le code, trouvez-moi les failles. » Et vous pouvez, comme c'est open source, vous pouvez l'installer sur vos propres serveurs et donc surpasser la limite des 500 mégas, puisque du coup, chacun peut avoir ce qu'il veut. Il y a aussi un langage qui permet de facilement développer une application web et de la publier sur Putter. Donc, il pourrait y avoir des boîtes qui se disent, nous, on en a marre des GAFAM. On prend un projet open source comme ça, on met des gars qui bossent, qui le mettent à notre sauce, on le déploie chez nous, et on fait fi de tous les problèmes de sécurité inhérents à un OS installé sur une machine qui est intramuros dans la société, etc. aussi, par la même occasion. Pourquoi pas, effectivement. Mais on délocalise le contenu, par contre. Ouais. Et des solutions payantes. Enfin, des solutions payantes, il y en a plein. Aujourd'hui, dans les grosses boîtes, vous avez tous un compte Microsoft, vous pouvez vous loguer où vous voulez, vous retrouvez votre PC ou dans n'importe quel, voilà. Donc voilà, je trouve que la démarche est intéressante. Il dit que maintenant, contrairement aux précédents essais qui ont eu lieu, c'est le bon moment parce que tout le monde a une connexion au débit, la technologie est mûre est mûre, et puis le haut débit fait que les browsers le permettent aussi. Enfin, tout est là. Tous les éléments sont rassemblés pour y arriver. Ouais, effectivement. Ouais. Seb, tu connaissais Putter ou Non, je connaissais pas. J'ai aussi découvert avec le lien que tu as partagé cette semaine. Sur le concept, c'est pas nouveau, hein. On appelait ça VDI avant, Virtual Desktop Interface. Les entreprises déploient ça souvent. La question que je me pose, et j'ai pas réussi à répondre pendant que tu parlais, c'est est-ce qu'il utilise du matériel dédié ou mutualisé? Probablement mutualisé comme c'est gratuit. A priori, oui. Pour le moment. Mais comme tu le dis, on peut l'installer chez soi puisque c'est open source, donc chez soi ou dans le cloud. Mais donc c'est de matériel qu'on contrôle soi et donc le privatiser. Un des gros avantages des systèmes à distance comme cela, ou des systèmes dématérialisés, c'est la sécurité parce qu'il n'y a plus de fichiers en local sur la machine que vous utilisez au quotidien. Tous vos fichiers sont dans le stockage du côté serveur. On en parlait encore la semaine passée ou il y a 2 semaines dans les technos, des laptops qui se font voler de différentes personnes qui, d'une façon ou d'une autre, tournent autour de l'organisation des JO à Paris. Bon, là, si on se fait voler un laptop et que tous nos fichiers, tout notre espace de travail est sur un espace comme ça, il n'y a absolument aucun risque en matière de sécurité.
On n'est pas très éloigné. En fait, si Google, pour parler de Google Drive par exemple, designait son interface de manière un peu différente, on aurait à peu près le même genre d'outil. C'est un tableur, un éditeur de texte, avec des fenêtres qui s'ouvrent, des fichiers que l'on sauve sur le serveur et pas chez soi. Enfin, tous ces éléments-là, quelque part, on les a déjà, mais ça n'a pas un look, entre guillemets, d'interface d'OS, voilà, complète, quoi. C'est un Chromebook, ce sont les laptops que le vend, où il y a un minimum d'OS mais voilà, ici c'est un Chromebook en software en quelque sorte, qui tourne dans n'importe quel browser, dans quel navigateur. Moi, je trouve ça original, intéressant. Ça peut dépanner, ça peut. Enfin, il y a plein de raisons d'utiliser ce genre d'outils, à condition qu'ils fonctionnent et qu'il y ait les applications qui vont bien. Parce que c'est ça, un petit peu le truc qui pêche quand on lit un petit peu l'article et qu'on creuse un peu la question. Il y a encore peu d'applications. Qui va aller écrire des applications spécifiquement pour Putter? Ça me paraît un peu, voilà. Alors, il y a peut-être des passerelles possibles avec d'autres langages, etc. Mais bon, à voir. Tu voulais rajouter un truc, Aurélien, et après on va passer au dossier. Deux choses. La première, c'est il y a une dans l'article, il parle de Putterfuse, qui est en fait le fait que vous pouvez, comme dans Google Drive, synchroniser des fichiers qui sont en local chez vous sur votre plateforme en ligne. Ouais. Bon, ça, mais ça, on sait faire aussi déjà. Ça peut faire une sorte de mix entre du local et du cloud. Et la deuxième chose, une des ouvertures de l'article, c'était de dire aujourd'hui, il y a les Chromebooks, là, comme Sébastien l'a dit, où on a fait du matériel dédié pour ce type d'usage. Mais c'est vrai que un fabricant de matériel pourrait tout à fait envisager de dimensionner du matériel juste au besoin pour des gens qui n'utiliseront que ça. Et aujourd'hui, à mon avis, 90% de la population, allez, je veux dire française, ou 80% de la population française, utilise son client mail. Voilà, son client mail, son... On est d'accord. Par contre, pour le fabricant de hardware, d'ordinateurs, matériel, etc., je suis pas sûr que le modèle économique soit très intéressant. Eux, ce qui les intéresse, c'est de vendre des machines le plus cher possible. Et donc, il faut justifier le fait que ce soit cher par le fait qu'il y a besoin de ressources, etc., etc. Ça, c'est la logique économique côté hardware. Mais c'est pas celle-là qui... Par contre, recycler des anciennes machines, pas trop vieilles évidemment, mais des anciens écrans, etc., ou d'avoir des durées de vie plus longues sur des machines existantes, ça, par contre, ça a tout à fait du sens, clairement, enfin, me semble-t-il. Si vous avez un avis de votre côté, n'hésitez pas à le partager avec nous dans les commentaires, que ce soit sur YouTube ou sur notre site lestechno.be. On va saluer Sébastien qui va nous quitter parce qu'il va devoir laisser sa place, parce qu'il y a quelqu'un qui attend à la porte. Merci Sébastien, on se dit à très bientôt, et nous on passe ce qu'on appelle le dossier, la grosse patate. Aujourd'hui, c'est une interview. Il y a quelques semaines de cela, on pointait du doigt une news concernant un projet lancé par Peugeot Motocycle pour être tout à fait précis, un projet concernant un revival de leur illustre, j'allais dire scooter, mais le mot n'existait pas à l'époque je pense, leur motocycle on va dire, le fameux Peugeot 103, un deux roues à moteur, à faible puissance, urbain on va dire, même si on en trouvait dans les campagnes, lancé dans les années 70, au tout début des années 70, et dont la production s'est arrêtée, si je ne m'abuse, en 2007. Plus de 3 millions d'unités vendues à l'époque. Donc ça valait quand même le coup de se resservir de cette référence qu'était le 103. De fil en aiguille, on se renseigne un petit peu sur le Peugeot 103 et on se dit que, tiens, ce serait quand même pas mal de retrouver cet appareil, ce véhicule iconique, on va dire, et on le retrouve, le Peugeot 103, sur le même site, d'ailleurs, sur Automobile Magazine, on le retrouve, ce fameux Peugeot 103, avec un kit rétrofit officiel qui permet d'électrifier donc ce fameux Peugeot 103. Et là, on se dit, ça c'est quand même intéressant, c'est même plutôt pas mal de pouvoir conserver son véhicule. Il y a encore 700 000 ou 500 000 en circulation, si je ne m'abuse, ou dans les garages, en France en tout cas. Donc ça vaut quand même la peine peut-être de le ressortir, de le regresser un petit peu et de
de le rétrofiter pour le mettre au goût du jour et être sans doute aussi moins polluant, on s'en doute, ce qui est une bonne idée. Aurélien, toi, tu avais dans tes références justement quelqu'un qui bosse dans cette société, qui propose ce rétrofit, et tu nous as donc invité quelqu'un qui participe à cette aventure. Voilà, tout à fait. J'ai la chance, par des relations professionnelles, de connaître la société Noil, NoOil, N-O-I-L, qui a été créée il y a quelques années. Et donc, je me suis permis de les contacter et d'inviter Victor Bréban, qui est ici présent, pour parler de toute la démarche de rétrofit de véhicules à 2 roues. Bonjour Victor. Bonjour à tous les deux, merci de m'accueillir. Voilà, avec plaisir. donc toi, tu es cofondateur l'un des 3 cofondateurs de la société Noil. On parlera technique juste après, pour voir un petit peu ce que vous faites concrètement. Mais avant de parler de technique, comment est né Noil, comment vous êtes rencontrés et puis dans quel but? Alors, en effet, Noil, c'est d'abord né d'une aventure humaine, c'est-à-dire de l'amitié des 3 cofondateurs dont je fais partie, donc Clément, Raphaël et moi-même. On s'est rencontrés sur les bancs de l'école primaire. On était tous les 3 animés par cette volonté d'entreprendre et également passionnés de 2 roues, donc 2 roues en tout genre, scooters, motos et autres. Et Clément et moi avions le même scooter, donc un scooter de marque italienne 50 cm3, que lui a réussi à revendre par la suite car il fonctionnait toujours. Le mien tombait toujours en panne et n'étant pas très dégourdi, j'ai demandé à Raphaël et Clément de m'aider à le convertir à l'électrique parce qu'on s'était dit que ça pouvait être cool d'avoir le seul scooter électrique pour un véhicule qui nous plaisait et qui me plaisait à l'origine, puisque c'est celui que j'avais choisi en thermique. L'idée était de le réutiliser à l'électrique. Voilà comment Noil est né. Bon, d'un prototype, on a fait plusieurs prototypes, plusieurs itérations, mais on y reviendra peut-être, pour arriver à Noil, à créer cette société où aujourd'hui on est une quinzaine de personnes à travailler chez Noil et à développer des kits d'électrification, à les produire et à les commercialiser pour convertir les véhicules 2 roues thermiques, notamment le fameux Peugeot 103 dont on a parlé, qui était à l'époque produit par Peugeot Motocycle, mais également tout un tas d'autres véhicules 2 roues sur lesquels on va peut-être revenir. Oui, parce que c'est ça, je note un truc important, c'est l'attachement au bidule, quoi, au véhicule. C'est ce que tu disais par rapport à ton expérience. Tu voulais pas t'en débarrasser. Tu l'aimais bien, ce modèle. Il n'y avait pas de raison de s'en débarrasser. Donc il y a un attachement aussi. C'est le cas avec d'autres véhicules que je considérais comme, je mets des guillemets, iconiques. Je pense par exemple à quoi comme autre véhicule. J'ai plus la liste en tête, mais il y a par exemple Solex, le vélo Solex. Oui, c'est ça. Le fameux Solex, par exemple, oui. Donc ça fait partie aussi. Je sais pas si vous faites motobécane ou pas, ou d'autres véhicules aussi motobécane. Ben voilà, je pense que vous avez presque tous les véhicules, les motocycles de l'époque des années 70-80 qui sont restés dans l'imaginaire des gens et dans l'envie entre guillemets des gens, même plus âgés, des gens de 50-60 ans aujourd'hui qui ont connu ça et qui se disent peut-être, finalement, c'est vrai, je peux le ressortir du garage parce que rarement on s'en débarrasse, en tout cas si on a un garage et si on déménage pas trop souvent. Aurélien, la technique. Oui, alors la technique, est-ce qu'on peut un petit peu rentrer dans le processus de conversion, comment ça se passe, vous démontez toute la partie thermique, comment ça se passe et quels sont les organes que vous rajoutez et comment tout ça s'articule? Alors en effet, il y a plusieurs étapes pour convertir un véhicule à l'électrique. La première étape, ça va être celle de décarbonation, donc on enlève tous les éléments thermiques du véhicule 2 roues. Donc là, comme ça, pour vous imager la chose, on va enlever le pot d'échappement, le réservoir, tout ce qui va être vilebrequin, carburateur et ce genre de choses. Donc on les retire du véhicule. On vient mettre notre kit d'électrification, essentiellement composé d'une batterie, d'un moteur électrique, d'un contrôleur, de convertisseurs DC-DC pour venir faire fonctionner tout l'aspect électrique et électronique. Donc c'est ces éléments-là qu'on vient mettre
dans le véhicule. Donc, par exemple, sur un Solex, on vient mettre la batterie à l'arrière sur le porte-bagages, comme sur les mobylettes. En fonction de là où est situé le moteur thermique d'origine, on vient mettre le moteur électrique à la place. Donc, au niveau pour un Solex, on vient mettre le moteur électrique à la place du volant magnétique, donc à l'avant à gauche du véhicule, et on revient prendre, cette transmission par galet, donc qui faisait par exemple le charme du Solex, mais on vient conserver sur un Peugeot 103 cette transmission par chaîne et courroie qui existait auparavant. Et on vient mettre sur un Peugeot 103 Exactement. Et on vient mettre ce moteur électrique en lieu et place du moteur thermique d'origine. Ça nous permet de rester toujours fidèle au véhicule. Donc ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, on finalise des petits réglages à l'aide du contrôleur pour s'assurer que tout fonctionne bien. Donc le contrôleur qui permet finalement de faire la liaison entre le moteur et la batterie et de s'assurer que l'accélération du véhicule soit la bonne, de s'assurer que tout fonctionne bien sur le véhicule. Et enfin, on fait en quatrième étape quelques petits tests avant de restituer le véhicule au client pour s'assurer que tout fonctionne bien et qu'il pourra rouler à l'électrique sans encombre. Donc c'est vraiment l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui est le plus respectueux du véhicule d'origine, le plus facile d'utilisation et également le plus simple à l'installation pour nos garages partenaires, puisque nous, on a à peu près 200 installateurs partenaires en France qui installent les kits sur les véhicules des clients. Donc que vous soyez à Marseille, à Lille, à Rennes, à Strasbourg ou à Anglet, vous pouvez convertir votre véhicule très facilement. Alors, j'avais juste une question. D'un point de vue pour l'utilisateur, vous allez jusqu'à à vous interfacer avec l'aiguille, le compteur. Qu'est-ce qui change au niveau du poste de pilotage ? Alors, au niveau du poste de pilotage, ça va dépendre des véhicules dont il est question. Si on parle des véhicules vintage, c'est donc anciens, les mobylettes, les Peugeot 103, les Solex, les Moto Bécane, les Piaggio Ciao pour pas faire de jaloux. Il y a peu d'ordinateurs de bord, si vous voulez. Il y a à la limite un compteur mécanique. Donc là, ça change rien puisque c'est un câble mécanique qui vient être posé, qui vient être tiré jusqu'à la roue avant, qui vous permet de savoir la vitesse à laquelle vous roulez. Donc ça, on vient le réutiliser, ça ne change rien pour l'utilisateur, pour le propriétaire du véhicule. Sur un véhicule plus moderne, donc on va parler de scooter 50 cm3, de scooter 125 cm3, pour vous donner différents modèles. On pense au Vespa, au BMW C1, ce genre de véhicule. On vient développer une carte électronique qui nous permet de venir reprendre tout l'ordinateur de bord, donc vous gardez le même affichage. Simplement, la jauge d'essence va devenir la jauge de batterie. Le compteur de vitesse reste le même et il y a quelques petits pictogrammes ou voyants lumineux qui vont changer. Par exemple, il n'y a plus besoin d'huile moteur, donc on va utiliser le voyant d'huile moteur pour autre chose. Et ça, c'est un petit peu le jeu du rétrofit. Ce que nous, on travaille à faire, c'est de faire quelque chose qui est très simple d'utilisation et qui reste dans l'esprit du véhicule d'origine. Donc c'est vraiment ça le but de notre démarche. Ce qui reste sur le véhicule, mais dont on ne se servira plus, c'est le réservoir en fait. Il n'est pas exploité le réservoir. Vous le retirez, non ? Exactement. On retire le réservoir. Ok. D'accord. Donc on a plus besoin d'essence. On le retire sur la majorité des modèles. J'attire votre attention sur le fait que tous les modèles on peut pas retirer le réservoir sur tous les modèles. Peugeot 103, ça fait partie de la ligne. Le réservoir fait partie intégrante du châssis. Ben c'est ça, voilà. Exactement. C'est pour ça que je posais la question. On peut s'en servir pour stocker des pièces de monnaie éventuellement. Après, pour les récupérer, il faut retourner le scooter pour récupérer ce qu'on a mis dedans, mais voilà, c'est un autre problème. Mais non, mais c'est bien parce que ça reste. Oui, vas-y. Je me permets aussi une petite précision. Il y a quelques modèles de scooters sur lesquels il n'est pas possible de retirer le réservoir, puisque c'est le réservoir qui vient finaliser soit l'étanchéité du véhicule ou soit empêcher des manipulations pour tentatives de vol des véhicules ou des coffres des véhicules, parce que les réservoirs sur les scooters sont souvent au niveau du coffre. Donc ça permet c'est un peu aussi des éléments anti-manipulation.
C'est bien parce que ça respecte les fondamentaux chaque fois de chaque véhicule, même s'ils sont plus modernes. Moi, je regarde surtout les anciens parce que voilà, c'est une question d'affinité. Mais quand je regarde les anciens véhicules, je me dis finalement, ça change pas grand-chose à leur ligne. Il faut vraiment avoir l'œil. Bon, on voit la batterie sur le porte-bagages, ça oui. Mais au-delà de ça, le bloc moteur, il est respecté. Il y a pas. Si vous avez même été jusqu'à mettre le fil qui ressemble au fil de la bougie sur Motobécane par exemple. Il y a des aspects comme ça. Les fondamentaux restent respectés et ça c'est bien pour celui qui a un vieux modèle et qui veut respecter son vieux modèle de scooter. Au-delà du fait que ça le rend de nouveau utile pour tous les jours ou juste pour aller se promener par exemple. Aurélien, t'as certainement des questions pour ça. Bah oui, j'en ai plein. Quelle a été votre philosophie pour le rétrofit ? C'est-à-dire, quel niveau de performance, là je parle de performance routière, vous voulez atteindre avec vos kits de rétrofit versus ce qu'était le modèle en thermique ? Alors, bien entendu, on aimerait tous pouvoir aller aussi vite que possible et avoir des vitesses affolantes. Malheureusement, on est contraint également par les homologations. Donc on doit rester fidèle et respecter la puissance d'origine du véhicule. Donc on a une plage qui va de 30% à 100% de la vitesse d'origine du véhicule, donc de la puissance moteur. Donc ce qui fait qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. On est également limité administrativement par la catégorie du véhicule. Donc c'est-à-dire qu'un véhicule qui était considéré comme un 50 cm3 doit rester un 50 cm3, ce qui veut dire avoir 45 km/h de vitesse maximale. Donc pour vous donner des exemples très concrets, les mobylettes Peugeot, Motobécane ou les mobylettes Piaggio avaient une vitesse maximale de 45 km/h, même si de nombreuses personnes trafiquaient et rajoutaient des pots ou autres pour aller plus vite, il faut que nous on reste fidèles aux 45 km/h. Donc la vitesse max va être limitée. Après, l'électrique permet d'avoir un couple qui est plus important et assez intéressant. Donc c'est ça qui est l'avantage de l'électrique. Sur un autre exemple, par exemple le Solex était un véhicule qui était limité de son barré rouge d'époque, donc des homologations qui passaient à l'époque à 32 km/h. Donc nous on reste fidèle à cette limite de 32 km/h, on ne peut pas la surpasser. Donc on est quand même contraint, ou en tout cas on avance sur des sentiers qui sont bien battus et délimités par les homologations qui nous empêchent de pouvoir aller à la vitesse qu'on le souhaite. Mais je tiens à rappeler que c'est pas forcément plus mal, puisque les freins et tout le reste des véhicules sont quand même confectionnés pour une vitesse maximale de 45 km/h. Donc même si les plus fougueux dans les années 80 avaient des mobylettes qui allaient à 70-80 km/h, c'est quand même pas des véhicules. À le risque et péril. Donc nous, on préfère... c'est ça, exactement. On limite à 45 km/h et en plus, ça permet également... Si vous voulez, plus vous augmentez votre vitesse max, plus ça tire sur la batterie. Donc cette limite de 45 km/h permet également d'avoir une autonomie qui est la plus grande possible, donc 50-60 km sur une mobylette, et de pouvoir faire des balades qui sont très sympathiques. Ce qui veut dire aussi que votre véhicule, c'est une véritable mobylette, c'est pas un vélo à assistance électrique, parce que la plupart des modèles ont un pédalier, enfin en tout cas beaucoup d'entre eux, ça pourrait fonctionner comme un vélo à assistance électrique. Il faudrait quand même de jolis mollets, parce que c'est quand même des machines un peu lourdes, mais ça pourrait fonctionner sous ce principe-là, avec une aide maximum à 30 km/h par exemple, pour être dans le cas du Solex. Tout à fait. Vous avez raison de le rappeler. Nous, on est sur des véhicules qui sont homologués avec une carte grise et qui ne sont pas des VAE. Donc, pour avancer avec votre Solex, vous avez un petit levier qui se situe à la place du levier de décompression, donc à droite sur votre main, sous le pouce droit, pour ceux qui connaissent un peu le Solex, qui vous permet d'avancer et d'entraîner votre moteur ainsi que le galet sans avoir besoin de pédaler. Vous pouvez pédaler pour les plus téméraires. Ça va aider le moteur, mais en réalité, vous n'allez pas pédaler aussi vite que le moteur. Dans les côtes, exactement. Comme sur la mobylette, où finalement, on a la même poignée qu'à l'origine. Donc, on réutilise cette poignée, on a un câble potentiomètre qui vient finalement faire la liaison et qui vient permettre d'accélérer. Et effectivement, il y a toujours la possibilité d'enclencher ou non le petit pédalier
pour ceux qui connaissent un peu et qui voient de quoi il s'agit sur les mobylettes, mais c'est des véhicules qui ne sont pas des véhicules très très bien finis pour pédaler. C'est des véhicules qui sont lourds. Non. Vous venez plutôt en aide s'il y a un problème, mais on n'est pas sur des vélos tout en carbone où vous allez atteindre des performances très importantes en pédalant. Déjà, l'idée à l'époque, c'était pas de pédaler tout le temps, c'était effectivement une aide dans les côtes, etc. Ça servait de démarreur aussi, si je ne m'abuse. Donc ici, le démarreur, évidemment, on n'a plus besoin, donc ça se justifie moins. Mais enfin, elles sont là, les pédales, il faut bien les justifier à un moment donné. Ça sert quand même à quelque chose, quoi. Auré. Oui. Alors, je vais passer à la partie où vous avez dû, en tant que pionnier du rétrofit, un peu débroussailler le terrain au niveau de l'homologation. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé les premières fois que vous êtes dit, bah voilà, j'ai un beau prototype, j'ai la Xème version de mon beau prototype, je veux le vendre, comment ça s'est passé et comment vous avez dû passer ces barrières à l'entrée qui sont des barrières très fortes pour vous d'un point de vue business. Et puis, question subsidiaire, est-ce que comment les fabricants de ces engins-là vous ont vu venir, est-ce qu'ils vous ont ouvert les bras ou est-ce qu'ils, pour eux, ça a été vous êtes un concurrent ou Bien sûr. Alors, en préambule, je tiens simplement à rappeler que quand on a créé Noil, il n'y avait pas encore de cadre réglementaire à cette activité. Donc on a fait un travail de lobbying, d'échange avec les instances réglementaires pour obtenir, notamment avec l'AIRE, qui est l'association des acteurs de l'industrie du rétrofit, qui est maintenant un des métiers de Mobiliance. On a fait un travail de lobbying pour obtenir un arrêté ministériel qui encadrait notre activité. Et par cet encadrement, en fait, on devait passer des homologations. Et les homologations sont l'étape obligatoire pour pouvoir convertir les véhicules de nos clients. En France, on a des homologations qui sont par série, donc il nous suffit d'homologuer un premier prototype pour venir électrifier tous les véhicules des clients par la suite. Donc nous, donc la première étape, c'était d'avoir un audit initial dans nos locaux pour montrer patte blanche et montrer qu'on faisait convenablement notre travail. Et puis, s'en sont suivis toute une batterie et une série de tests sur différents organes de notre kit d'électrification. Donc rapidement, on va passer des tests concernant la compatibilité électromagnétique, le fameux test qu'on appelle CEM, pour s'assurer que le véhicule n'émette pas d'ondes qui viennent perturber son environnement. Donc il y a des exemples un petit peu rocambolesques, mais les premiers scooters, notamment électriques, venaient perturber les antennes Canal+, et les antennes de TNT en général. Donc quand les scooters passaient dans la rue, les gens n'avaient plus la télé chez eux. Donc, ceci dit, les mobylettes aussi. Les mobylettes, elles faisaient aussi des parasites dans la télévision. Quand j'étais jeune, ça faisait des parasites. On pouvait dire, il y a une mobylette qui passe dans la rue parce qu'il y avait des parasites. Mais, fin de parenthèse. C'est ça. L'idée étant celle-ci, on a également des tests sur la puissance du véhicule, donc un test qu'on appelle la R85 pour s'assurer qu'on soit bien dans la plage dont on a parlé juste avant et que tout soit dimensionné pour suivre cette puissance-là. On a des tests après de sécurité électrique, d'anti-manipulation pour bien s'assurer que le client ou le garage partenaire qui va faire l'installation ne se mette pas en danger lors de la conversion ou lors de l'utilisation. Par exemple, comme ça de tête, il y a des règles un petit peu prédéfinies. Il faut absolument 2 actions pour venir allumer et démarrer un véhicule. Donc nous, on tourne la clé et on a un bouton, par exemple. Ça fait 2 actions pour éviter qu'il y ait malencontreusement les véhicules qui se mettent en action et que ça crée des accidents. On a également des tests qui sont propres à la batterie. Des tests qui sont très importants, s'assurer que la batterie ne soit pas un élément risqué c'est de prime abord l'élément le plus sensible. Exactement, c'est l'élément le plus sensible. Donc on vient dérisquer ça avec des homologations et des tests qui sont dédiés à cette partie-là. Une fois qu'on a effectué tous ces tests auprès de laboratoires de tests, notamment l'UTAC, EuroCEM ou ce genre de laboratoire affilié à l'État, on collecte les rapports de tests qui sont tous positifs et on les envoie auprès du CNRV, du Centre national de réception du véhicule, qui nous délivre un certificat
un agrément de prototype qui est l'équivalent et qui va nous permettre de faire des certificats de conformité et nous donne le droit de convertir les véhicules des clients. Nous, en amont, on est venu déclarer que ce kit, un kit A par exemple, pourrait être installé sur X modèles. Donc toutes les mobylettes de la gamme Peugeot, par exemple, toutes les mobylettes Moto Bécane, que vous ayez une AV88, une Moto Bécane 50, une 51, une 40, ça sera compatible. Suite à ça, on va pouvoir installer le kit sur le véhicule du client et on lui délivre son propre certificat de conformité, ce qui était l'équivalent à l'époque de ce qu'on appelait le barré rouge, et qui montre que l'électrification a été faite en bonne et due forme avec les éléments déclarés auprès du CNRV, le Centre national de réception du véhicule. Comment ça se passe par rapport aux fabricants parce qu'on avait déjà un petit peu étudié le rétrofit dans le monde automobile et ça ne pouvait manifestement se faire qu'avec l'accord de la marque, du fabricant, parce qu'on touche à la structure du véhicule, on touche à des éléments pour lesquels il y a des dépôts de brevets, etc. Et que donc c'est un peu chasse gardée et qu'il fallait vraiment avoir le blanc-seing du fabricant, quel qu'il soit. Est-ce que c'est pareil avec ces marques-là ou avec les ayants droit de ces marques-là? Alors, le rétrofit est un peu particulier. En effet, selon l'arrêté du rétrofit du 13 mars 2020, il n'est pas nécessaire d'avoir l'accord du constructeur pour électrifier un véhicule. Donc ça, c'est la théorie. Dans la pratique, comme vous le dites, c'est un peu plus compliqué que ça, puisque, notamment sur les véhicules 4 roues, il y a toute une intégration qui est nécessaire, et cette intégration est beaucoup plus facile en ayant l'intérieur des véhicules, le châssis et les plans du véhicule. Sur un deux roues, c'est un peu le même principe, sauf que nous, on a tout fait de façon autonome, et du coup, on a redesigné tous les véhicules à l'inverse par rapport aux 4 roues, que le 2 roues, c'est des véhicules qui sont quand même plus petits et qui ont moins d'éléments intégrés. Ouais. Donc, si vous voulez, une fois que vous avez enlevé tout l'habillage, vous voyez quand même très clairement à l'intérieur du véhicule, ce qui est moins vrai sur du 4 roues où le moteur prend une place prédominante et c'est plus une boîte noire, si je puis dire, et c'est moins facile d'avoir de la visibilité. Maintenant, pour répondre à la question d'Aurélien d'avant, les rapports avec les constructeurs, dans un premier temps, ils nous ont vus comme des concurrents, et on en est puisqu'on propose des solutions de mobilité. Donc en ce sens, on est des concurrents aussi bien du scooter que du deux roues électrique, que du vélo électrique, que de la trottinette. Maintenant, je pense que tout le monde a maintenant intégré le fait que les solutions de mobilité pouvaient être multiples et qu'on pouvait à la fois faire du vélo, à la fois avoir un scooter électrique et à la fois vouloir convertir la Peugeot 103 qui traîne dans son garage. Donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout incompatible et on voit, nous, on a eu la chance et on en est très fiers d'avoir multiplié les partenariats, que ce soit avec Peugeot là sur la distribution des kits, on a également développé des prototypes pour Honda sur notamment des Dax, donc, et d'autres partenariats qui arrivent par la suite avec des constructeurs. Donc c'est aussi pour nous un gage de qualité de nos produits. C'est des constructeurs qui sont connus et reconnus depuis de très nombreuses années, donc on est fiers de travailler avec eux parce que ça vient tamponner notre savoir-faire et ce qu'on propose sur de l'électrique. Et nous, on est également fiers de pouvoir leur proposer notre vision de la mobilité et des alternatives auxquelles eux n'avaient peut-être pas pensé ou en tout cas n'étaient pas allés jusqu'à leur mise en place. Donc je pense, comme dans d'autres domaines d'activité, que des petites boîtes comme la nôtre, donc Noil, où on est une quinzaine de personnes, peut venir apporter de la flexibilité et de nouveaux marchés ou de nouvelles synergies à des grandes maisons, des grands constructeurs qui peuvent venir s'associer à Noil. Aurélien. Ouais, oui, justement, l'article qu'on avait mentionné au tout début montre que voilà, maintenant vos kits ils sont distribués chez Peugeot dans toutes les concessions Peugeot motocycles. Donc vous pouvez emmener votre 103 dans un garage Peugeot pour motocycle et ils peuvent vous convertir. Quel a été vraiment vous en quelques mots, parce qu'on prend beaucoup de temps, mais en quelques mots, quelle a été votre démarche commerciale? Comment vous avez garage par garage, installateur par installateur, et puis après des réseaux, comment ça s'est passé? Alors rapidement. Ça fait maintenant 4 ans et demi que Noil existe. On a eu de très nombreux contacts
avec Peugeot Motocycle depuis 4 ans et demi sur divers sujets. C'est des partenariats qui vont plus loin que seulement la distribution du kit d'électrification pour mobilette Peugeot, mais on a eu différents contacts et l'arrivée à l'actionnariat de Mutares, donc un fonds d'investissement chez Peugeot Motocycle, a redynamisé l'entreprise, ou en tout cas sa vision sur l'électrique, et a permis d'échanger et d'aller beaucoup plus vite sur ces sujets. Donc je salue notamment Sébastien Masse et Julien Michel avec lesquels on a travaillé sur ces possibilités-là, et on a très vite pu mettre en place différents partenariats, notamment sur la distribution des kits, puisque eux ont bien conscience on continue à faire vivre le patrimoine Peugeot Motocycle, et donc ça s'est fait directement avec le siège, et maintenant tous les concessionnaires Peugeot Motocycle peuvent acheter des kits d'électrification pour convertir les véhicules de leurs clients. C'est rien, il y a un truc qui est tombé. Moi, je trouve ça fantastique. Très honnêtement, j'en suis presque à la conclusion, mais je suis sûr qu'il y a encore plein de choses à dire. Aurélien, tu avais encore peut-être une question Oui. Alors, donc, aujourd'hui, combien de véhicules vous avez rétrofité ? Ça se chiffre en milliers, en dizaines de milliers ? Alors, dizaines de milliers, j'aimerais bien, mais non, depuis la commercialisation de nos produits, il y a 2 ans et demi, on est à peu près 1500 véhicules convertis à l'électrique. C'est déjà un nombre dont on est très fier, même si on pense pouvoir faire beaucoup mieux, et on le voit, notre courbe de croissance est très très importante. On a une très belle année 2024 qui a commencé et qui continue puisqu'on est qu'au mois de mai, mais ça s'annonce une très très belle année. Donc on voit bien que la courbe est en pleine croissance, d'autant plus que la meilleure pub pour des constructeurs tels que nous, c'est de voir des véhicules rouler, et c'est de plus en plus fréquent. Sauf que ça se voit pas tellement. Ça s'entend qu'ils sont électrifiés, mais comme c'est bien fait, ça se voit pas tellement. C'est peut-être un petit peu le problème, mais c'est pas plus mal. Juste dernière question subsidiaire. Dans l'article l'automobile, il y avait une notion de prix. J'ai pas retenu. Tu peux redire avec les aides et autres en France, en tous les cas, à combien l'ordre de grandeur qu'il faut remettre sur son Peugeot 103 pour avoir ça. Alors, pour la conversion à l'électrique d'une mobilette, qu'elle soit Peugeot ou Moto Bécane, il faut compter à peu près, c'est à partir de 350 € pour convertir votre véhicule à l'électrique, donc le kit et l'installation comprise. Donc c'est très abordable. Prime de l'État, déduite, je tiens à le préciser. Déduite, tout à fait. Ouais. Ok. Par ailleurs, vous rétrofitez vous-même des véhicules, enfin vous vendez des véhicules tout faits, parce que je voyais sur votre site e-Peugeot 103, ce sont des véhicules que vous avez rétrofités, j'allais dire d'origine, et que vous vendez, par exemple, on n'a pas de 103. Moi, j'ai pas de 103, par exemple. Vous pouvez m'en livrer un déjà pré-rétrofité, si je puis dire. Exactement. L'idée, c'est pouvoir subvenir aux besoins des nostalgiques des mobilettes et leur proposer un Peugeot 103 qu'on a restauré, refait à neuf et converti à l'électrique. Ça permet de pouvoir adresser cette demande qui est aussi très nombreuse de gens qui, comme on l'a dit au début, ont déménagé à plusieurs reprises, n'ont plus la mobilette dans leur garage, mais finalement ça permet de rouler quand même avec une mob électrique, et ça c'est super. Moi, je trouve ça super aussi. Je sais pas ce qu'en pense Aurélien comme ça de prime abord, mais ça donne envie de se mettre aux 2 roues presque. Tellement moi, je trouve ça a du charme. En plus, ces vieux véhicules, c'est ça qui est chouette. C'est quoi l'avenir pour vous chez Noil, disons dans les on va dire 10 ans qui viennent. Vous voyez où? Alors, l'avenir, c'est de continuer à être leader en France et en Europe du marché du rétrofit 2 roues, 2 et 3 roues, donc de convertir plus de véhicules dans toute l'Europe à travers des réseaux d'installateurs partenaires, de faire croître ce réseau, d'intensifier et de densifier la gamme de produits qu'on propose, et d'également se tourner vers de nouveaux marchés, de proposer nos kits d'électrification à des constructeurs, venir vraiment travailler comme un intégrateur, parce que notre savoir-faire peut tant se démontrer sur de l'électrification de véhicules déjà existants
que sur de l'électrification de véhicules en bout de ligne de production pour venir épauler les constructeurs dans cette activité finalement de transition vers l'électrique. Les 4 roues, vous n'y touchez pas, en tout cas pas pour l'instant, c'est pas dans vos ambitions en tout cas, ça n'a pas l'air, hein, ça vous amène pas Non. trop, hein. Les 4 roues, ça prend de la place sur les routes, etc. Je vous comprends complètement, effectivement. L'international peut-être, parce que nous ici on est en Belgique, en France et en Suisse, avec ce podcast Les Technos, le Québec aussi, mais c'est encore toute une autre histoire, mais vous voyez aussi à l'international ? Tout à fait. Dans un premier temps, en Europe, puisque on a déjà des contacts dans différents pays et que l'Europe, la Suisse, la Belgique, il y a également l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne sont des pays avec des pays avec une forte communauté de deux roues et une forte culture de roues. Donc c'est quelque chose qui nous parle tout particulièrement, avec beaucoup de contacts et beaucoup de demandes de clients qui sont déjà très impatients, et notamment en Belgique où on parlait des mobs pendant cet épisode, il y a de fortes communautés et de forts passionnés de mobylettes et de véhicules vintage. Je vous le confirme, l'Italie aussi, pays de la Vespa quand même, c'est assez... Et les Pays-Bas, même s'ils n'y mettent pas de moteur, ils aiment beaucoup les deux roues aussi. Mais ça, c'est parce que le terrain s'y prête particulièrement, sans doute. C'est ça aussi. En tout cas, c'était passionnant. Merci beaucoup d'être passé nous voir chez les Technos. Je trouve ça passionnant. Moi, ça fait longtemps, Aurélien, que je parle de rétrofit et que j'embête mes chroniqueurs avec ça en off, en leur disant il faudrait qu'on parle de ceci, de cela, parce qu'il y a des choses qui se passent et autres. Il y a des rétrofits qui sont, on va dire, dans les 4 roues, peu malins, j'ai envie de dire, et d'autres qui sont plus malins, et souvent ceux-là s'accordent, comme vous, à recycler des vieux véhicules qui ont marqué peut-être notre enfance, notre jeunesse, ou pour lesquels on a une affinité particulière. Merci en tout cas d'être passé nous voir. Longue vie à Noil, et on se dit à très bientôt, du coup, sur un 2 roues sans doute. Salut. Merci beaucoup. Et nous, ici, Aurélien, on va s'arrêter là. C'est la fin de cet épisode. On va souhaiter à tout le monde une très très bonne semaine. N'hésitez pas à laisser des pouces, des étoiles sur les applications de podcast, vous le savez, des commentaires également, des questions, pourquoi pas, pour nos amis de Noil, ou pour nous, ou pour d'autres raisons. On se dit à très bientôt. Passez une bonne semaine. Salut. Merci, à bientôt.